Bonjour, je vous présente aujourd'hui un sujet important qui est le centre d'un débat qui traîne depuis une vingtaine d'années entre les sociétés d'anesthésie pédiatrique européennes et américaines. C'est à propos de la place de l'anesthésie caudale dans la population pédiatrique. Euh, Ce qui est sûr et certain, c'est que l'anesthésie locale-régionale est devenue de nos jours incontournable en anesthésie pédiatrique. Associée le plus souvent, dans la majorité des cas, à une anesthésie générale pour la sécurité du geste et le confort de l'enfant, l'anesthésie loco-régionale assure une analgésie périopératoire de qualité et par le parc morphinique, elle contribue à une diminution de la survenue des complications respiratoires chez l'enfant et elle améliore la réhabilitation post-opératoire. Euh, Si on revient un peu dans le passé, l'anesthésie caudale était l'anesthésie loco-régionale la plus utilisée chez les enfants, vu qu'elle couvre la majorité des chirurgies classiques qu'on rencontre au bloc opératoire chez les enfants. Mais après l'évolution de l'anesthésie loco-régionale durant ces dernières années et le progrès témoigné, surtout au niveau en ce qui concerne les blocs nerveux périphériques et l'introduction de l'échographie, beaucoup d'études ont été publiées et lancées pour comparer l'anesthésie caudale au bloc nerveux périphérique. Et ici se pose la question, y a-t-il encore une place pour l'anesthésie caudale? Avant de répondre à cette question, je commence ma présentation par un petit rappel concernant l'anesthésie caudale. Donc, c'est une anesthésie loco-régionale péridurale sacrée, associée dans la majorité des cas à une anesthésie générale et dont le but principal c'est d'assurer une analgésie périopératoire pour les chirurgies portant sur les métamères compris entre D10 et S5. Et elle est réalisée généralement chez les enfants dont le poids ne dépasse pas les 20 kg. Les chirurgies impliquées sont la chirurgie de la région inguinale, notamment l'ectopie testiculaire, l'hernie inguinale, les chirurgies urologiques comme l'hypospadias, la pyéloplastie, les chirurgies des membres inférieurs et d'une façon plus rare, les chirurgies anorectales. Concernant la technique, après l'induction de l'anesthésie générale, l'enfant est positionné en décubitus latéral, genoux et hanches fléchis à 90 degrés. Puis, avec notre main, on palpe les repères anatomiques qui sont les deux épines iliaques postéro-supérieures et l'hiatus sacré, qui, les trois ensemble, forment un triangle équilatéral selon les bouquins. Mais dans la réalité, c'est généralement un triangle isocèle. Après l'asepsie, une aiguille de 22G ou 25G graduée de 5 cm à courbe iso est introduite au niveau de l'hiatus sacré avec un angle de 45 degrés. Et on avance doucement jusqu'à traverser le ligament sacro-coccygien. On sent une perte de résistance. Ici, il y a deux techniques. Soit la technique d'Ibani qui est moins utilisée, on aspire et on injecte directement. Soit la technique la plus utilisée, c'est quand on traverse le ligament sacro-coccygien, on retire l'aiguille de 1 mm à peu près et on la baisse vers le plan sacré pour former un angle de 15 à 20 degrés. Puis on l'avance de quelques millimètres, moins que 1 cm, pour cathétériser le canal sacré. Puis on prend la seringue, on fait des aspirations à répétition et l'aspiration, on ne doit pas obtenir ni du sang ni de LCR. Puis on fait l'injection avec une injection fractionnée. Et l'injection doit être facile, comme dans n'importe quelle anesthésie péridurale. Et il faut faire attention à ne pas avoir une diffusion de l'anesthésique locale en sous-cutané. Avant de réaliser l'anesthésie caudale et pour éviter les complications qu'on peut rencontrer, il faut connaître et respecter les particularités anatomiques et physiologiques chez l'enfant. La première particularité, c'est que le cul-de-sac dural se projette en S4 à la naissance et S2 à partir de 1 an. Donc le risque de brèche péridurale est beaucoup plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Pour cela, j'ai dit qu'il ne faut pas cathétériser à la fin, juste on avance de moins que 1 cm. La deuxième particularité, c'est que l'espace péridural chez les enfants est graisseux et richement vascularisé. Quand on dit graisseux, cela signifie que l'absorption, la distribution et la diffusion des anesthésiques locaux est beaucoup plus importante chez les enfants que chez les adultes.
Donc il faut faire attention au dosage pour éviter toutes sortes de toxicités par surdosage. Et richement vascularisé, donc le risque de ponction intravasculaire est beaucoup plus élevé. C'est pour cela qu'il faut faire des aspirations à répétition avec une injection qui est fractionnée, même si ça prend un peu de temps, 2 à 3 minutes, mais cela permet d'éviter les complications. Et finalement, l'immaturité hépatique, c'est surtout chez les nourrissons de moins que 6 mois. Ici, il faut faire attention aussi au dosage pour ne pas, pour ne pas arriver à un surdosage. Les produits utilisés sont généralement la ropivacaïne à 2 mg par ml ou la chirocaïne à 2,5 mg par ml. Et comme j'ai dit, chez les nourrissons, il faut diminuer les doses à 1 mg par ml et à 1,25 mg par ml respectivement. Et il ne faut pas dépasser une dose maximale de 2 mg par kilo. Concernant le volume à injecter, ça dépend du niveau d'analgésie qu'on vise. Mais c'est généralement 0,5 ml kg pour les métamères sacrés, 1 ml kg pour les métamères lombaires et 1,25 ml kg pour les métamères dorsaux inférieurs. Et généralement, dans les chirurgies où on pratique l'anesthésie caudale, c'est généralement 1 ml kg. Avant de continuer ma présentation, je veux poser quelques questions. Qui parmi vous pense que le taux de complications après une anesthésie caudale est plus élevé qu'après des blocs nerveux périphériques? Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Et qui pense que le taux d'échec de l'anesthésie caudale est beaucoup plus élevé que le taux d'échec des blocs périphériques nerveux? D'accord. Et pour une chirurgie... pour une même chirurgie, si vous avez le choix à choisir entre une anesthésie caudale ou bien un bloc périphérique nerveux, qui choisit ou bien préfère de réaliser un bloc périphérique vu que il pense qu'il s'associe à beaucoup moins de complications? C'est pas chirurgie bilatérale, c'est pas dans la question. Oui. C'est juste chirurgie unilatérale. Ça dépend alors. D'accord. Et qui dit que dans la chirurgie bilatérale, il faut privilégier l'anesthésie caudale? D'accord. Finalement, qui dit que l'échographie diminue le taux d'échec de l'anesthésie caudale? Oui. Et dernière question, qui pense que l'anesthésie caudale est associée à un taux élevé de séquelles neurologiques permanentes ou à des complications post-chirurgie de l'hypospadias? D'accord. Pour répondre à ces questions, je vous présente une série d'études qui ont été publiées dans le but d'évaluer la morbidité et les complications après une anesthésie locorégionale et pour comparer l'anesthésie caudale au bloc nerveux périphérique. En 1997, la Société des anesthésistes pédiatriques francophones a publié une étude pour évaluer une étude prospective qui s'est déroulée sur une année entre 1993 et 1994 pour évaluer le taux de morbidité et de complications après une anesthésie locorégionale. Puis, en 2010, cette même société, l'ADARPEF, a publié une deuxième étude, également une étude prospective observationnelle sur une année pour réévaluer ce taux. Et la première étude, elle portait sur environ 14 000 anesthésies locorégionales, cas d'anesthésie locorégionale, alors que dans la deuxième, ils ont augmenté un peu l'échantillon à 29 000 cas. Et dans les deux cas, ils ont trouvé que le taux de complication après une anesthésie locorégionale est très bas. Il est environ de 0,1%, quel que soit le type de l'anesthésie locorégionale. Mais en comparant l'anesthésie caudale au bloc nerveux, ils ont trouvé que le taux de complication associé à la caudale est 6 fois plus élevé que les blocs périphériques nerveux. Et si on voit ici, le taux de complication avec la caudale, c'est environ 0,07%, alors que un résultat un peu bizarre pour les blocs périphériques, c'est à peu près 0% dans les deux études. Et si on regarde un peu dans les complications qu'ils ont rencontrées après l'anesthésie caudale, on trouve 4 cas de brèche durale sur 15 000 caudales,
4 cas de rachianesthésie, 2 cas d'injection intraveineuse, 1 cas d'installation retardée et 1 cas de perforation rectale. Donc, sur 15 000 caudales, c'est un chiffre bas. Mais si on veut analyser un peu ces résultats, on peut dire que dans les trois premières complications sont des complications évitables si on respecte les règles de l'anesthésie locorégionale et surtout la caudale. C'est d'avancer doucement, de faire des aspirations à répétition et de faire une injection fractionnée et de ne pas cathétériser. Pour l'installation retardée, je vous rappelle que c'est une anesthésie péridurale, donc elle a besoin de temps pour s'installer, il faut attendre un peu. Et pour la perforation rectale, on pense que les repères qui ont été pris sont des repères qui sont faux. Ces deux études ont contribué à une baisse énorme du taux de la réalisation de l'anesthésie caudale. Elle constituait avant environ 60% des blocs des anesthésies locorégionales et après ces deux études, le taux a diminué à 33% environ. Juste une petite parenthèse avant de continuer. Quand je dis complications, toutes les complications que je vais noter, ce sont des complications qui ont été détectées en paire ou en paire et résolues, soit en paire opératoire, soit dans les quelques jours qui suivent l'opération. Et il n'y a pas eu de complications qui ont traîné ou des séquelles permanentes après 3 mois. Donc, pour continuer, d'autre part, devant ces résultats, la Société d'anesthésie pédiatrique américaine, notamment la Société d'anesthésie locorégionale, ont voulu évaluer chez eux le taux de complications. Donc, ils ont publié en 2012 une étude prospective observationnelle multicentrique. 7 centres ont participé et à peu près, ils ont recruté environ 15 000 cas d'anesthésie locorégionale. Également aux études européennes, ils ont trouvé que le taux de complication après une anesthésie locorégionale est bas, et également c'est 0,1%. Mais ce qu'ils ont trouvé en comparant la caudale au bloc périphérique, c'est que les blocs périphériques s'associent à un taux de complication qui est plus élevé. Et si on voit qu'ils ont parmi 15 000 anesthésies locorégionales, ils ont recruté 6 000 caudales, 2 370 blocs périphériques au niveau des membres inférieurs et environ 700 blocs ilio-inguinales. Et pour ne pas avoir des biais sur leurs résultats, ils ont divisé les complications en complications qui ont survenu après une injection continue à travers un cathéter et les complications qui ont survenu après une injection unique. Et dans les deux cas, ils ont trouvé que l'anesthésie, le taux de complications avec les blocs périphériques est beaucoup plus élevé qu'avec une dose unique, qu'avec l'anesthésie caudale. Ici, on voit qu'avec les cathéters, c'est 18% contre 13%. Et après une injection unique, ils ont trouvé 172 cas sur 6000 cas de caudale, ou bien 3%. Pour le bloc sciatique, c'est 2%, le plexus lombaire, c'est 8%. Et si on regarde un peu dans les complications rencontrées avec l'anesthésie caudale, on trouve qu'il y a eu 5 cas sur 6000 cas 5 cas de ponction durale sur 6000 cas, 38 cas de ponction vasculaire. Et ce qui est remarquable, c'est le taux d'échec, 26 cas sur 6000 cas. Et si on regarde dans les résultats, ils ont comparé aussi le taux d'échec entre caudale et bloc périphérique. Et ils ont trouvé que le taux d'échec avec la caudale, c'est 4 pour 1000, alors que celui des blocs périphériques, c'est 6 pour 1000. Tout en sachant que dans la caudale, dans 3% des cas, ils ont utilisé l'échographie, alors que dans les blocs périphériques, ils ont utilisé l'échographie dans 70% des cas. Donc cette étude nous permet de conclure que le taux de complications après une anesthésie locorégionale périphérique est beaucoup plus élevé qu'avec l'anesthésie caudale. Et une deuxième conclusion, c'est que l'anesthésie caudale est une technique efficace et une technique simple, vu qu'ils ont juste utilisé dans 3% des cas l'échographie et le taux de réussite était très élevé. La même association a publié en 2018 une deuxième étude pour les mêmes buts, mais cette fois-ci, plus de 20 centres ont participé et ils ont augmenté le nombre de l'échantillon
à plus que 100 000 cas d'anesthésie loco-régionale pour que le résultat soit fiable et qu'ils peuvent le généraliser. Notamment 104 393 cas. Et ici, voici la répartition, 38 000 caudales avec une injection unique, 3 000 caudales en injection continue. Ici, je veux dire qu'en France et en Europe, généralement, on met plus de cathéter après une anesthésie caudale, puisqu'il est associé à un taux d'infection élevé. Comme bloc périphérique, 20 000 blocs pour les membres inférieurs en injection unique et 3 000, à peu près 4 000 en continu. Et ils ont trouvé également que le taux était bas. Et le taux de complications neurologiques rencontré avec les blocs nerveux périphériques est un peu plus élevé qu'avec la caudale, 2% contre 1%. Et les complications neurologiques étaient des complications sensitives qui ont été résolues dans les quelques jours après l'opération. Il n'y a pas eu de séquelles permanentes. Et le taux d'échec de la caudale est d'environ 1%. Mais ce qui est remarquable dans cette étude, c'est qu'ils ont, parmi les 104 000 cas, ils ont eu 7 cas de complications sévères. Et ils ont défini la complication sévère, c'est soit une convulsion, soit un arrêt cardiaque. Et parmi ces 7 cas, 3 cas ont été associés à une anesthésie caudale. Et si on regarde un cas de convulsion chez un nourrisson de 1 mois et 2 arrêts cardiaques chez un enfant de 3 mois et de 3 ans. Mais si on regarde un peu en détail, chez le nourrisson de 1 mois, ils ont donné 1,5 mg kg de ropivacaïne. Donc c'est inférieur à 2 mg kg la dose maximale permise, mais pour un enfant de 1 mois, 1,5 mg c'est élevé. Et pour l'enfant de 3 mois, ils ont dépassé la dose maximale. Et pour le troisième enfant, ils ont donné 1,1 mg, mais de la bupivacaïne qui est associée à une cardiotoxicité. Alors que les autres 4 cas, 2 cas d'arrêt cardiaque et 2 cas de convulsion, dont un après un bloc infraclaviculaire. Maintenant, je vais parler un peu, après ces grandes études, je vais parler un peu de la chirurgie de l'hypospadias. Pourquoi la chirurgie de l'hypospadias et non pas une autre chirurgie? C'est parce que dans ce type de chirurgie, l'anesthésie caudale a été associée à un taux élevé de complications qui sont reliées à la chirurgie en elle-même et non pas aux produits utilisés, notamment la fistule urétero-cutanée. C'est une complication qu'on rencontre beaucoup après la chirurgie de l'hypospadias. Elle est multifactorielle et l'un des facteurs, c'est l'œdème pénien. Et la chirurgie caudale est incriminée ils disent que la chirurgie caudale est incriminée dans l'apparition de cette complication, puisque par le blocage du système sympathique, on aura une vasodilatation et par la suite un œdème pénien. Et beaucoup de publications ont été élaborées en disant que l'anesthésie caudale est associée à un taux élevé et que les blocs périphériques sont meilleurs, jusqu'à le mois de février 2019 où cette étude a été publiée. C'est une méta-analyse qui a groupé 4 études randomisées contrôlées et 7 études observationnelles sur à peu près 2000 patients. Et ils ont trouvé qu'il n'y a pas de différence entre anesthésie caudale et bloc périphérique en termes d'analgésie post-opératoire. Mais la conclusion la plus importante, c'est que l'anesthésie caudale n'est pas associée à aucune des complications post-chirurgie de l'hypospadias. Dernièrement, je parle un peu de l'échographie et de l'anesthésie caudale. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'études concernant ce sujet, mais surtout sur la réduction du taux de complications en utilisant l'échographie. Je peux dire que l'échographie peut être réalisée soit avant le geste pour évaluer l'anatomie, soit durant le geste pour voir la position de l'aiguille et confirmer la réussite de l'anesthésie caudale par la mise en évidence d'un déplacement antérieur du mur postérieur du cul-de-sac dural. Et les études sur ce sujet ont prouvé que l'échographie pourrait diminuer le taux d'échec. Je vous présente la dernière étude qui a été publiée le 27 février 2019. Elle est récente. Ils ont pris 109 cas où ils ont fait une anesthésie caudale
selon la technique habituelle, le repérage anatomique. Puis, avant d'injecter, ils ont pris l'échographie et pour juste voir si l'aiguille elle est bien positionnée. Et dans 80% des cas, l'aiguille elle était bien positionnée, alors que dans 20% des cas, les anesthésistes ont estimé qu'ils sont dans le bon endroit, alors que l'aiguille n'était pas dans le bon endroit. Donc, ici, l'échographie a contribué à un taux plus élevé de réussite de l'anesthésie caudale. Ici, on voit le ligament sacro-coccygien et voici le canal sacré où l'aiguille doit être. Et ici, on voit qu'après l'injection, on a un déplacement antérieur du mur postérieur du cul du sac dural. Cela confirme à 100% la réussite du bloc de l'anesthésie caudale. Donc, pour revenir à notre QCM, cette présentation nous permet de conclure que l'anesthésie caudale a un taux de complication plus bas que la LR périphérique. L'anesthésie caudale doit être privilégiée en cas d'une chirurgie bilatérale, alors que la LR périphérique doit être privilégiée dans le cas d'une chirurgie unilatérale, vu que l'avantage, elle permet une réduction des volumes injectés. Et finalement, l'échographie diminue le taux d'échec de l'anesthésie caudale, et l'anesthésie caudale n'est pas associée ni à des complications neurologiques avec des séquelles permanentes, ni à des complications post-chirurgie de l'hypospadias. Donc, pour conclure, l'anesthésie locorégionale est très importante et elle est devenue incontournable dans l'anesthésie pédiatrique. Il faut se rappeler que l'anesthésie caudale elle garde sa place puisque c'est une technique simple, efficace, avec un taux d'échec qui est bas et de complications qui est bas. Et son avantage, c'est dans les chirurgies bilatérales et multisites. Il ne faut pas oublier que l'anesthésie locorégionale périphérique éco-guidée joue un rôle aussi important actuellement dans la réduction des volumes injectés. Il faut la privilégier dans les chirurgies unilatérales. Et finalement, l'échographie peut être bénéfique pour l'anesthésie caudale, mais il manque d'études. Merci pour votre attention.